Bonsoir à tous, des sujets encore plus intéressants dans le talk des vacances. Restez avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Nous parlerons ce soir de cette nouvelle récurrence de suicide dans la ville d'Abidjan. Aussi, le président Thiam du PDCI RDA a fait une sortie, une publication sur ses réseaux sociaux. Elle sera décortiquée par nos chroniqueurs. Et puis, M. Zouzouko Charlemagne sera sur notre plateau pour la finale du concours Aoulaba 2024. À vos commentaires. Prêts? C'est parti. C'est toujours un bonheur pour nous de vous retrouver sur Live TV, la télé sans filtre, notre joli plateau pour cette nouvelle vacances avec de nouveaux visages qui ne sont plus à présenter parce que nous sommes à la 3e ce soir. Aïcha Crépi est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir, avec un beau sourire tout rouge. Ce soir, Isabelle Beauvort. Bonsoir Landry, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Monsieur Gandhi. Oh, bonsoir à la team et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde. C'est bon, d'accord. Eric, chez vous, ça va? Surtout ceux de Chez moi, Bondoukou, ça va très bien. Oui, bien sûr, c'est le Bondoukou. Il est d'où? Tu es de Bondoukou? Non, je suis de Gagnoa. D'accord, on a commencé à identifier les origines de chacun de vous. Ça a commencé par Crépi, Aïcha hier. Oui, mais justement, je m'inscris en faux, on n'est pas là pour parler des ethnies. J'ai horreur de ça. Oui, mais bon, occasionnellement, s'il y a... Aïcha Crépi, journaliste. Aïcha Crépi, journaliste. Voilà. On n'avait pas compris qu'une fille BT soit première parmi les... Je veux dire, c'était quoi? C'était linguistiquement, donc parlant de français en France. Oui. Ça, c'était génial. Il faut en parler. BT parle bon français aussi. Avançons dans cette émission. On va revenir là-dessus. Waouh. Et puis notre invité, vous n'avez pas l'habitude de le voir donc, sur ce plateau, il est avec nous de façon spéciale aujourd'hui, c'est bien, donc Monsieur Valentin Zawi, sociologue, qui va aussi réagir sur certains de nos sujets jusqu'au sujet, donc avec bien sûr un sujet qui le concerne. On va revenir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Très bien. Un sujet nous a réveillés ce matin, une publication du président du PDCI, on en parle tout de suite, dans la nouvelle rubrique, la première rubrique de cette émission, l'info du jour. Je le disais tantôt, on a été réveillé ce matin par cette publication du président du PDCI RDA, le président Thiam, qui accuse et qui dénonce une tentative d'extorsion de fonds, je lis bien, donc sur ses réseaux sociaux. Aïcha Crépi va revenir sur cet article, sur cette publication. Oui, alors il n'y a pas vraiment d'accusation. Hein. On dit à la fin, certains ne reculeront devant rien, mais ce n'est pas vraiment une accusation. Pour reconstituer recontextualiser, excusez-moi, on va y arriver. C'est le BT là qui m'a perturbé. Ce matin, aux alentours de 10h, heure ivoirienne, Monsieur Tidiane Thiam a publié donc, sur son compte Instagram, je vais citer juste au début, hein. Vous vous rappellerez que j'avais dénoncé en avril 2023 une tentative d'extorsion dont j'ai été victime. Les auteurs de cette tentative d'extorsion, constatant le développement de mes activités politiques, sont malheureusement revenus à la charge cette semaine et menacent de partager les faux qu'ils ont produits avec mes adversaires politiques. Bon, évidemment, donc il dit avec mes adversaires politiques. Donc il n'y a pas que ses adversaires politiques. Il y en a beaucoup des adversaires. De qui on parle, on ne sait pas. Voilà, donc c'est un petit peu ça. C'est un redit de ce qui avait déjà été dit l'année dernière. Donc il alerte pour une nouvelle qui va peut-être tomber dans les jours à suivre, on ne sait pas. Il prévient, en fait, tout simplement. Quel est ton point de vue là-dessus ? Bon, alors Tidiane Thiam prend les devants, hein. Il fait une sortie peut-être pour alerter sur un possible scandale ou une affaire sale qui pourrait potentiellement le salir. Il accuse déjà ses adversaires politiques, mais il ne dit pas concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Il prétend avoir donc saisi les autorités compétentes, mais il ne dit pas quelles sont ces autorités-là. Est-ce qu'elles sont les autorités judiciaires, exécutives? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de mœurs ou de vie privée, on n'en sait rien, ça spécule, mais j'aimerais en tout cas savoir qui on veut à Tidiane Thiam au point de formater des éléments contre lui. D'accord. Peut-être que Gandhi fomentait, donc peut-être que Gandhi le sait. Hein? Qui veut fomenter des coups contre non, je pense que le président du PDCI? Je pense que Thiam a été déjà clair. Hein. Il accuse déjà en fait ses détracteurs politiques. Il accuse aussi en fait certaines personnes qui ne nomment pas. Mais c'est de bonne guerre, il vient d'arriver, il fait un retour en politique, il était déjà ministre, quand on est ministre, on est politique, il fait un retour, là il est président du PDCI RDA, il veut briguer la magistrature suprême, donc il doit s'y attendre. Et en bon premier, déjà il anticipe et il informe déjà les populations pour dire en fait, voici en fait déjà ce qui est préparé, afin de minimiser les effets en fait. D'accord. Monsieur Valentin Zawi, vous en savez peut-être, oui, j'espère que je vous ai parlé. Je finis. Thiam se comporte en bon premier de classe, en bon leader, il fait de la communication politique et là, il attend de voir.
Pardon, je voulais juste préciser que ce n'est pas forcément se comporter en bon premier. Hein. Non, Anticiper un scandale qui peut potentiellement arriver, scandale ou autre chose, élément compromettant. Un bon stratège? C'est juste en fait voir l'actualité des politiques qui l'ont précédé. On sait que la politique c'est dur et tous les coups sont permis. Je veux dire, qui ne le sait pas en 2024? Tidjane Thiam le premier. C'est une attitude normale. Oui, d'accord. Oui, non, mais attends, à cet effet-là, il anticipe, il pouvait attendre carrément les décisions de la justice. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est toi qui apprécies, c'est lui qui apprécie en fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2023? On ne sait pas grand-chose justement. Il a publié en fait un communiqué. Oui, c'était un communiqué qui ressemblait trait pour trait à celui-ci, à la différence que, comme aujourd'hui en fait, on n'a pas eu plus de détails. Sauf qu'il disait effectivement, ce que je dis, c'est une redite en fait. Il disait la même chose, qu'il a eu une tentative d'extorsion sans trop de détails. Et qu'il alerte. Donc effectivement, moi je ne dirais pas premier de la classe. Est-ce que c'est la même affaire? Alors oui, parce qu'il le dit, j'avais dénoncé en avril 2023 une tentative d'extorsion. C'est pour dire que c'est la même affaire en fait. C'est lui-même qui le dit. Il revient à la surface et il prévient. Que cette affaire pourrait être utilisée, oui, c'est de l'anticipation, récupérée par ses adversaires politiques peut-être. Mais pour moi, c'est normal d'anticiper en fait. C'est le propre, même si tu n'anticipes pas, mais c'est foutu pour toi dans une élection. Il faut anticiper, surtout quand tu connais tes détracteurs et que tu sais potentiellement que tu as les dossiers compromettants. Bon, là, il est au courant de l'affaire depuis l'année dernière apparemment. S'il n'avait pas anticipé, c'était une catastrophe. Sans parler de l'affaire Fillon, on se souvient des histoires de vestes, etc., où les gens n'anticipent même pas en fait les scandales qui vont arriver. François Fillon avait dit « si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas ». Il a été mis en examen. Donc, s'il anticipait depuis avril 2023 et qu'on n'a pas entendu parler de ce scandale, ça veut dire que la stratégie d'anticiper est une bonne stratégie. Hein, notre invité, vous avez le droit d'intervenir là-dessus. Oui. Hein, Monsieur Valentin Zawi. Deux choses sur le sujet. On est en politique et le monde politique n'est pas un monde de bisounours, ça se sait. Je pense qu'il fait un clin d'œil en parlant de ses adversaires politiques. C'est lui seul qui sait de quoi il parle. Manifestement, il n'a pas précisé les choses. Après, depuis décembre 2023, M. Tidjane Thiam est président du PDCI, qui est l'un des partis majeurs dans ce pays. Il sait désormais qu'il est exposé. Donc, quand on est un être humain, on a une vie, on a fait des choses bien, des choses moins bonnes. On peut même être accusé à tort ou à raison. Là, on parle d'une employée qui travaillait chez lui à la maison, qui manifestement estime qu'il reste encore devoir de l'argent. Ça, c'est autre chose. Voilà, donc le fait qu'il en parle, je suppose qu'en tant que politique, il a estimé utile lui-même de prendre le devant des choses. D'accord. Voilà, donc c'est de la communication, j'ai failli dire politique aussi, parce que voilà, il faut... Isabelle, vous voudrez rebondir certainement sur ce que vous avez dit. Oui, parce qu'en réalité, ça ressemble à quoi? Ça ressemble plutôt à une fuite en avant. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise et qui finalement vient désamorcer en fait sa bêtise en prévenant déjà ce qui pourrait éventuellement se passer. Donc pour préparer déjà les esprits. Et puis quel est le but d'une telle sortie? C'est-à-dire qu'une fois qu'un scandale, en tout cas le concernant, sortirait, il dirait voilà, et que ses adversaires politiques, parce qu'on est en Afrique et la politique, même si qu'on soit en Afrique ou en Occident, la politique, c'est aussi de la récupération des casseroles des uns et des autres, que ses adversaires politiques, en tout cas, récupèrent ces casseroles sales, il dira quoi? Il dira, vous voyez, je vous avais prévenu, voilà ce qu'ils sont en train de faire, ce sont eux qui sont derrière ça et que c'est faux. Pour moi, en tout cas, ça ressemble beaucoup plus à une fuite en avant. Communication politique, on peut l'appeler comme on le veut, mais pour moi, ça reste en tout cas une fuite en avant. S'il a des problèmes avec la justice ou autre, qu'il règle ses problèmes avant de venir faire la politique. Et puis, franchement, moi, je trouve vraiment qu'il arrive... Comment fait-on cela? Qu'il arrive dans un environnement... On n'a pas connaissance qu'il a des problèmes avec la justice. Tidjane Thiam arrive aujourd'hui dans un environnement qui est vraiment très civilisé. Parce qu'à l'époque, je prends de l'époque 2010, là, etc., le président Laurent Gbagbo, Simone et ils n'ont pas eu en fait la vie facile. Même le président Alassane Ouattara, il a eu sa mère qui a été déterrée. Je veux dire, ça a été extrêmement dur pour ces personnes-là. Ils ont fait de la prison, ils ont fait des combats politiques extrêmement difficiles. Donc quand Tidjane Thiam arrive dans un environnement qui, pour moi, en tout cas, est plus ou moins apaisé, voilà. Donc qu'il s'attende à recevoir des coups. Et moi, j'ai envie de lui dire bonne arrivée en politique, quoi. Ouais, c'est quand même très grave de dire que des anciens présidents ou présidents actuels ne sont pas civilisés. Hier ou avant-hier, on parlait encore de comportement civique. Je pense que de tenir de tels propos, c'est quand même assez grave. C'est pas ce que j'ai dit en tout cas, mais c'est ce qu'on a compris en tout cas. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, monsieur a parlé d'un fait qu'on n'a pas encore évoqué. C'est pas la même chose. En effet, quelques heures après le poste de monsieur Tidjane Thiam, un article d'un média suisse qui s'appelle Blick
a été publié en disant en parlant d'une affaire. Donc une affaire qui n'est pas forcément récente, une affaire qui concerne une personne d'origine roumaine qui aurait travaillé pour Tidjane Thiam. Donc elle date de mars 2021. Mais je parle du timing en fait, qui est un petit peu douteux, voilà, qui sort en même temps que sa publication. La femme lui aurait demandé, lui aurait fait chanter, donc lui aurait demandé 587 000 francs, donc francs suisses. Il n'a pas voulu payer, donc il est passé par la police. Et voilà, donc ça s'est réglé au niveau de la police. Elle travaillait pour lui dans une maison quand il était notamment chef du Crédit Suisse, un directeur du Crédit Suisse. Donc voilà, je voulais en parler parce que effectivement, il parle de ses détracteurs, etc. On sait que la presse suisse n'a pas toujours été tendre avec lui, d'autant plus que ce média, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, ce média est connu pour être un média un peu à scandale et vachement critiqué. Donc à voir. Mais je veux dire, le timing quand même est un petit peu... Et pour revenir à ce que disaient les autres, Isabelle, etc., enfin, excusez-moi pour le etc., mais je ne sais plus qui a dit ça exactement, mais pour revenir à ce qu'on disait, surtout Isabelle, je crois, effectivement, non, c'est monsieur, pardon, il y a un problème il y a un souci de timing, hein, c'est-à-dire que c'est surtout parce qu'on rentre bientôt dans la présidentielle, en fait. Oui, c'est monsieur qui en a parlé. On rentre dans la présidentielle, et évidemment, plus on va rentrer dans la présidentielle, plus les gens vont s'acharner sur lui et sur d'autres, hein, c'est comme ça, c'est le jeu politique. Donc évidemment qu'il l'anticipe, en fait, et puis il arrive nouveau. Forcément, il faut l'éteindre. Donc, je ne suis pas en défenseuse de Tidjane Thiam, hein. Je dis qu'il comprend le jeu politique et il se rapproche de l'échéance de l'élection. Là, ça va commencer à chauffer. J'entends nouveau sur la scène politique, nouveau politicien, je ne sais pas. Il n'est pas si nouveau que ça, hein, quand même, il est J'entends ça depuis. Thiam n'est pas nouveau parce qu'il a été d'abord... Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Il est membre du bureau politique du PDC. Bah voilà. C'est-à-dire qu'il réapparaît. Mais en fait, ce qu'il faut dire, parce que je ne suis pas d'accord avec... Après une élection présidentielle, c'est pas pareil. Ministre, on est nommé. Attention, il ne faut pas couper, il ne faut pas interrompre. Je voulais juste dire, pardon. Un ministre est nommé. Il est nommé, mais c'est un homme politique. Un ministre, c'est un homme politique. Cette fois-ci, il prend les devants. Là, il veut briguer la magistrature. Mais ce qu'il faut dire, Thiam, il se comporte en fait comme un citoyen normal. Parce que imaginez si c'est ses adversaires qui avaient donné l'information. Il sait à quoi s'en tenir quand il rentre dans le jeu politique, surtout africain. Mais déjà sur ça, c'est tout à fait normal qu'un homme public communique sur tout ce qui peut lui arriver. Et c'est ce qu'il fait. Sûr, oui. Donc je pense qu'il n'y a même pas à dire, parce qu'il cache des choses. En politique, tout ce qui était caché sera révélé. Personne n'a dit ça. Mais à ce niveau-là, je pense que Thiam, il se comporte bien. Mais déjà, c'est peut-être parce qu'il n'a rien à cacher qu'il prévient sur cette affaire. Il prévient, voilà, c'est ça. C'est son option de stratégie aussi qu'il faut revoir. Et ça, c'est applaudi déjà. D'accord. Monsieur Zawi. Oui, enfin non, j'ai failli réagir par rapport à ce que Mme Vohor a dit parce que je le trouvais assez dur avec le président Thiam. Ah bon? On ne peut pas parler de fuite en avant. Je veux dire, on a les éléments, on n'a pas toutes les clés. Donc, ce serait quand même un peu aller vite en besogne que de penser qu'on n'est pas la justice. Il y a une situation qu'il évoque. On peut attendre d'en savoir assez. On ne sait rien pour l'instant. Voilà, et après se prononcer parce que je veux dire, estimer que c'est une fuite en avant, je trouve que c'est quand même un peu fort. Donc je voulais juste le relever. En fait. Oui, c'est le sentiment en tout cas que ça laisse quand on a une telle publication. Laisse, en fait. Exactement, pas qu'à moi, je pense en tout cas à une bonne frange de l'opinion publique qui suit en tout cas Comment ce que je dis. S'il vous plaît, il a eu un comportement normal de citoyen quand on est en société. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'il fait une société. C'est pas la première fois qu'il fait une telle sortie. C'est pas la première fois qu'il fait une telle sortie. Mais à chaque fois qu'il fait une telle sortie, il ne dit jamais en fait de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Si tant est qu'il accuse ses adversaires politiques, mais qu'il nous dise clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Comme ça, au moins, on saura. Dans l'article, est-ce que c'est cette affaire d'espionnage? Est-ce que cette affaire d'espionnage dont tu parlais à l'instant, donc non, je n'ai pas parlé d'affaire d'espionnage. J'ai parlé de... Quand tu as lu l'article, la suite de l'article, d'accord. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Alors, on parle ça pourrait être ça, parce que dans tous les cas, même s'il s'agit en tout cas du fait qu'il ait payé sa femme de ménage ou qu'il n'ait pas payé sa femme de ménage, franchement, ça ne regarde en rien la vie des Ivoiriens. Nous, ce qu'on attend de Thiam et de ses adversaires, c'est qu'il nous aide en tout cas à progresser positivement au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il fasse des propositions concrètes dans le sens en tout cas du développement de notre pays. Est-ce que vous pensez que le président Thiam nous éloigne des sujets de l'actualité? S'il a des problèmes de vie privée, qu'il les règle. S'il a des problèmes de justice, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, la suite de l'article parlait de quand il était à UBS, il faisait espionner, il l'aurait fait en tout cas espionner son subordonné. Bon, s'il a des problèmes de justice, qu'il les règle, et puis ensuite venir dans la politique politicienne pour vraiment apporter sa contribution au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Non, moi je souhaite qu'on juge Thiam, je souhaite qu'on juge Thiam sur ses pas. Tu sais pas. Qu'est-ce qu'un citoyen normal dans une société peut faire lorsqu'il se sent, en fait, il sent qu'il a été vraiment
Il est l'objet de chantage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais encore vous permettre de réagir une dernière fois hein, avec nos panonceaux. Hein, ne les oubliez surtout pas, ils sont juste à côté de vous. Alors, pas d'accord ou pas d'accord avec que cette affaire pourrait ternir l'image du président Thiam. On n'a aucune information vraiment réelle, donc on ne sait même pas de quelle affaire on parle. Mais je voulais juste revenir sur ce qu'Isabelle a dit. Il faut être précis et rigoureux. Quand on dit qu'une frange de la population est d'accord avec ce qu'elle dit, il faut qu'elle donne le pourcentage. Ça sort d'où en fait? Voilà, il faut être rigoureux. Quand je parle de cette affaire, je veux dire, il a devancé un potentiel scandale. Si ce scandale s'avérait, est-ce que cela pourrait couler je veux dire, la réputation du président Thiam? D'accord ou pas d'accord? Je voudrais utiliser les panonceaux. Alors, Aïcha, d'accord? Potentiellement, on ne sait pas grand-chose. Ça peut être aussi une utilisation de l'intelligence artificielle. Il parle de technologie, en fait. Ça peut être lui qui a été, son visage qui a été utilisé dans... On ne sait pas ce que c'est, en fait. Donc, ça dépend. Ça se trouve, c'est pas grand-chose, mais en fin politicien ou en fin tacticien, parce qu'il est connu pour être un fin stratège, peut-être qu'il anticipe pour pas grand-chose finalement. Mais c'est bien d'anticiper, justement. Donc, pour l'instant, c'est pas trop. D'accord. On va laisser le panonceau sur la façade. D'accord. Gandhi, non, pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, c'est clair. Parce qu'en fait, l'homme politique, on l'attend sur quoi? C'est pas forcément sur sa vie privée. C'est vrai que ça fait couler parfois. Mais là, à l'occasion, Thiam, on l'attend sur ses propositions. Et pour tout ce qui concerne en fait sa vie, parce qu'il a eu des démêlés avec une employée, je crois pas. Il y a des hommes politiques qui ont bien été coulés avec des affaires, l'affaire DSK. Oui, bien sûr. Mais dans le cas, je ne crois pas. C'est trop minime. C'est quand même trop minime, surtout qu'on ne sait pas grand chose en fait sur l'affaire. Je pense que c'est trop minime. Aujourd'hui, ce qu'on attend de Thiam, et là où on doit juger Thiam, qu'est-ce que Thiam propose pour gérer la Côte d'Ivoire? C'est là qu'on l'attend surtout. Et mieux, Thiam, il va plus loin. Il dit, ben, en fait, cette affaire-là, déjà, je vous dis, et l'affaire à la justice. Donc, on attend la justice pour donner son verdict. Très bien. D'accord, pas d'accord, Isabelle Vauvor? Moi, je suis d'accord. On en a vu des hommes politiques qui ont été, en tout cas, salis par des affaires de scandale, etc. Je pense à Dominique Strauss-Kahn et bien d'autres, pour ne citer que ceux-là. Donc voilà, pour moi, je suis d'accord. D'accord. Notre très cher invité, M. Zawi. Non, alors, pas d'accord. J'estime que M. Thiam est un être humain comme vous et moi. On peut être confronté à des situations, en personne responsable, il lui appartient de gérer. Je ne vois pas trop quel impact, en tout cas, au point que les Ivoiriens qui croient en lui tournent dos, j'ai du mal à y croire. C'est une situation, je pense qu'il va la gérer en responsable qu'il est. Il sait, comme on l'a dit, il sait où il est dorénavant. Il est dans le domaine de la politique. Alors quand Mme Crépy dit qu'il est nouveau, elle n'a pas tellement tort. Il a été ministre et après il a été à l'extérieur. Voilà, ce qu'on lui reproche d'ailleurs, il a été absent pendant 23-24 ans. Parfois, on lui dit même qu'il ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on a parfois des frères qui sont très loin d'Abidjan, qui savent ce qui se passe, même avant nous. Donc ça, c'est vraiment pas... C'est un faux débat. De toute façon, pour avancer, pour qu'il ne soit plus faux ce débat... C'est une personne assez structurée. Très bien. Je pense qu'il fera ce qu'il a à faire. Et puis, voilà. Et pour qu'il ne soit plus faux, pour qu'on ne le voit pas comme faux débat, il faudra peut-être inviter le président lui-même, le président Thiam, sur ce plateau, ou encore l'un des cadres du PDCI. Ce plateau vous est ouvert. On aimerait donc, jusqu'à ce que cette affaire soit peut-être éclaircie, c'est une façon de parler, avoir quelqu'un peut-être pour nous aider à en savoir un peu plus sur cette affaire. Oui, restez avec nous sur cette émission, le talk des vacances, et poursuivons tout de suite avec la prochaine rubrique. Ça fait l'info du jour. On y va. L'info du jour nous envoie sur le secteur encore de la santé, avec ces cas récurrents de suicide à Abidjan. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'en souvient. Un adjudant-chef de l'armée s'était jeté de l'un de nos ponts, précisément, rappelez-moi lequel des ponts. D'un pont à Abidjan, donc le pont des Gaules, c'est ça, du pont de Gaulle. Un autre cas s'était fait signaler hier seulement, sur le pont, le troisième pont cette fois. Mais que se passe-t-il à Abidjan? On en parle avec Isabelle Vauvor qui nous donne son avis sur ce... Oui, il y a une recrudescence en tout cas des cas de suicide et j'en veux pour preuve. Le gouvernement a mis en place, en tout cas la Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique francophone à avoir
instauré un système de notification des cas de suicide qui lui permet en tout cas de pouvoir suivre le nombre qui n'arrête pas en tout cas de monter crescendo. Et j'ai quelques chiffres que je pourrais citer, notamment entre 2019 et 2021, on a eu 418 suicides. Et non seulement on parle de suicide, mais aussi on parle de tentatives de suicide. Et les tentatives de suicide sont beaucoup plus nombreux. Et il faut savoir que les tentatives de suicide, pour moi, je pourrais les qualifier comme des appels à l'aide, en fait. Et ce nombre-là est de 927. Donc c'est pour dire, en tout cas, que bon nombre d'Ivoiriens sont dans une détresse. Après, il faut pouvoir qualifier cette détresse-là, de quelle nature est-ce qu'elle est et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement la résorber. Très bien. Gandhi, doit-on s'inquiéter? Bon, oui, apparemment, parce qu'une mort est une mort, hein, une perte en vie humaine, quoi qu'on dise, c'est une perte en vie humaine. Mais je pense qu'au vu des chiffres, il n'y a pas lieu de s'alarmer, parce que déjà, le gouvernement est à saluer avec le programme qu'il a... Est-ce qu'une mort, c'est banal pour pas qu'on s'inquiète, même si c'est une seule, même quand c'est un seul suicide? Un suicide qui soit minime, que ces chiffres soient quand même non alarmants, il y a lieu toujours de s'inquiéter. Mais est-ce que cette recrudescence, est-ce que ça traduit le malaise social? En fait, c'est là la question. Les gens se suicident pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi ils se suicident parce qu'ils sont découragés des autorités, parce qu'ils n'ont plus d'espoir? Voici la question qu'il faut poser. Mais quand on voit en fait ceux qui vont au suicide, on constate que ce n'est pas forcément des désœuvrés sociaux. Parce que hier, c'était un adjudant. Je pense que dans la société, quand même, un adjudant n'est pas du bas peuple. Après, bien avant ça, il y a eu un haut gradé de l'armée. Mais je pense que ce que je veux dire, avec ce que le gouvernement vient déjà de faire, est-ce que ça peut suffire? Parce que avec les chiffres qu'on a, il y a quand même une frange de la population. Non, mais Gandhi, tu me surprends un peu. Les gens vont donc, tu dis que les gens vont se suicider parce qu'ils sont déçus des autorités. Non, c'est une question que je pose. Non, je finis. Vous me laissez finir. Isabelle a peut-être aperçu cela comme une question affirmative. Ces personnes-là avaient un goût main, quoi. C'était une peine de cœur qui les a emmenés à se suicider. Mais bon, vas-y, je te laisse terminer. C'est une question rhétorique. En fait, je pose des questions. C'est une question. Vas-y jusqu'au bout. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ce malaise-là, parce qu'on peut se suicider parce qu'on n'a plus d'espoir? Les autorités n'offrent pas de conditions. On a vu des gens, on a vu une dame qui s'est suicidée dès les premiers instants du président Ouattara. Elle est allée se faire suicider. Elle s'est suicidée devant le palais. Devant le palais. Voilà, parce qu'elle était découragée. On ne payait pas. On se rappelle ce fait, c'était des factures impayées. Mais cette fois-ci, pourquoi est-ce que les gens se... Donc je pense que c'est une enquête. C'est des études qui doivent nous montrer pourquoi est-ce que les gens se suicident. Mais je dis déjà que ce n'est pas les désœuvrés sociaux qui se suicident quand on fait le constat. Et il y a un malaise. Quelles sont les raisons de ce malaise-là? Quelles pourraient être les raisons de ce malaise? Oui, bon. Aïcha Crépy. Juste pour revenir à ce que Gandhi disait, et j'ai des chiffres aussi, bon, on ne peut pas accuser non plus l'État de tout dans le pays, en fait. C'est vrai que quand il y a un problème, on pointe l'État, ça c'est vrai, mais on ne peut pas non plus accuser l'État de tous les problèmes d'ordre sociaux, d'ordre... Voilà. Donc moi, les chiffres dont je voulais parler, c'était l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit que, effectivement, la Côte d'Ivoire est classée 26e en 2023, hein, pays du monde en termes de suicide, malheureusement, taux de suicide, et puis 3e en Afrique. C'est quand même un chiffre qui est important. On est à 15,7% par an, selon toujours l'OMS. Hein. Les raisons citées, donc harcèlement, on a des raisons citées. Tu disais qu'il faut les études, il y en a déjà qui existent. Répression, réseaux sociaux, effectivement, on a une pression aussi sur les réseaux sociaux. Pression sociale, il y a beaucoup de gens qui sont isolés et seuls aussi, on n'en parle pas assez, même les jeunes. Le jugement sévère aussi de la société, ça c'est un truc que je reproche. À qui est-ce qu'on parle de nos problèmes? Parce qu'il n'y a pas que les problèmes effectivement de la société au niveau de l'État et tout, il y a aussi des problèmes personnels. À qui est-ce qu'on en parle? Qui nous écoute? Et comment est-ce qu'ils perçoivent? Est-ce qu'on doit former les gens à avoir de la compassion? Ça aussi. Et puis il y a le fait aussi de négliger l'accompagnement psychologique. Combien de personnes vont consulter un psychologue? Mais le problème aussi est là. L'OMS toujours nous dit qu'il y a moins de 100 spécialistes en psychiatrie en Côte d'Ivoire. Et puis le site leperroquet.com nous apprend que, et d'autres, hein, 100 psychologues, seulement moins de 100 psychologues sont recensés, bon, au moins à Abidjan. D'accord. De toute façon, on a un spécialiste. C'est un très grand problème. Parce que je me plains de pièces oui. qui vont voir, mais ils n'ont personne quasiment à aller voir aussi. Et puis les moyens. Donc quand on n'a pas les moyens, c'est l'entourage aussi qui doit apprendre à écouter sans juger. Voilà. Des fois, on a autour de nous des gens qui vivent des situations, qui sont isolés dans leur coin. On ne se pose pas la question de savoir, mais pourquoi tu es si seul? Et on s'interroge, on est étonné après quand le drame arrive, quand on saute d'un pont. On les traite de faibles, c'est cela? D'accord. On va interroger notre spécialiste, hein, monsieur Zawi, hein, qui n'est pas là de façon fortuite hein, donc, sur ce plateau. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est que mettons dans la santé mentale? Parce qu'on a titré santé mentale. Est-ce que c'est forcément parce qu'on a une santé mentale dérisoire, problématique, qu'on se suicide? Mais déjà, Mme Crépy parlait de l'OMS. Quand on parle de santé, déjà la santé, ça prend en compte le bien-être complet, physique,
mental et social. Ce qui relève du mental, c'est ce qui relève, j'allais dire, de l'esprit, de l'aspect psychologique de l'être humain. Il y a le corps et puis il y a l'esprit. Quand on parle d'équilibre psycho-émotionnel, ça rentre dedans. Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je suis bien parce que c'est la matière qui oriente l'action? C'est parce qu'on est bien dans sa tête que parfois on peut faire des choses dans la vie. Tout à fait. Si on n'a pas un équilibre, ça nous inhibe, ça nous empêche de faire des choses. Donc oui, quand on parle de suicide, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. D'accord. Oui, on ne peut pas dire que forcément le problème c'est le gouvernement. Enfin, on a le temps de vous écouter à propos de ces paramètres. Voilà, donc, non, pour revenir d'un mot sur le suicide, en fait, ça pose la question de l'interaction que l'individu a avec la société. Parce que nous sommes un corps social, avec plusieurs membres, c'est un peu comme le corps humain. Hein, il y a les yeux, il y a les mains, chaque membre a un rôle à jouer. Très bien. Et à la fin, dans le corps social, on a 100 personnes. Quand un individu saute la vie, il y a une sorte d'effet miroir. On se reconnaît dans cette personne-là. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Si on considère le nombre d'habitants qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, près de 30 millions d'habitants, si je m'en tiens... 29 et quelques, voilà, près de 30 millions. Voilà, près de 30 millions. Si on prend en compte les 400 et quelques, plus précisément 418 suicides, vous verrez qu'en termes des ratios, ce n'est pas grand-chose. Mais pour le symbole, c'est un choc émotionnel que d'apprendre, que de voir que quelqu'un saute la vie. Quand on voit une personne qui saute... Surtout quand on a pour habitude de dire que Abidjan est le plus doux au monde, on se demande pourquoi Abidjan, qui est le plus doux au monde, les gens se suicident. Mais il n'y a pas qu'Abidjan où on se suicide. Non, mais après, on parle d'Abidjan pour le moment. Oui, mais après, je veux dire... on peut avoir des chiffres macro très intéressants, et c'est le cas de notre pays, on s'en félicite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance dans les populations. D'accord. Il y a aussi des situations difficiles. Justement. Donc voilà, il ne faut pas se leurrer. Hein. Non. C'est clair. Je suis le sujet, je pense que nos autorités sont assez lucides, les efforts ont été faits, et il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître, mais il y a des souffrances. Il y a des souffrances dans les populations, donc il y a l'environnement qui va avoir un impact. Après, il y a une équation personnelle. D'accord. Oui, parce que il y a plusieurs raisons pour y revenir qui peuvent conduire, enfin, ce qu'on appelle des facteurs favorisants, qui peuvent pousser les gens au suicide. Mais d'un mot, quelqu'un qui a un emploi et qui perd son emploi, qui n'est pas fort psychologiquement, il peut se donner la mort. Ce n'est pas systématique. Mais il y a des cas comme ça. On peut avoir un problème en famille et parce qu'on n'a pas les ressources psychologiques assez fortes, on peut mais justement, comment résorber la situation? Quelles sont les clés pour qu'il y ait moins de suicides? Exactement. Mais je pense que ce qui a fait dans nos sociétés, parce qu'il y a vraiment de la marge, comment est-ce qu'on assiste le citoyen? Quels sont les systèmes mis en place en Côte d'Ivoire pour assister ceux qui sont en situation de souffrance, ceux qui sont en difficulté? Vous avez des pays où, parce que j'ai mon emploi que je l'ai perdu, il y a une prime que je perçois. En l'occurrence, en France, le RSA, si je ne me trompe. Oui, il y en a plusieurs. Voilà, qui me permet de tenir ça, parce que j'ai un emploi. Chez nous, ici, qu'est-ce qui est mis en place? Oui, parfois, il y a des programmes, comme le programme que l'État a mis en place pour assister des familles démunies. On donne, je ne sais pas, c'est 35 000 francs le trimestre. Enfin, voilà, il me semble. C'est déjà important. Mais il y a combien de familles qui sont assistées? Les filets sociaux. Voilà. Qu'est-ce qui est fait pour assister les citoyens qui sont en souffrance, qui sont en difficulté? C'est une question qui s'adresse à nous tous. Il y a ce que le gouvernement fait, nos collectivités locales, en fait, toutes les structures qui sont censées encadrer les populations. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que parfois, dans les situations, on a juste besoin d'écoute. Juste ça, juste avoir une écoute. Que quelqu'un prenne du temps pour écouter. Et ça peut aider une personne. Mais aujourd'hui, avec les contingents du moment, avec toutes les contraintes, tout ce qu'il y a, qui prend le temps d'écouter quelqu'un d'autre? Généralement, ça se fait beaucoup dans les cellules de prière, je veux dire à l'église, etc. Et on qualifie même ceux qui se suicident de mauvais croyants ou ceux qui font des tentatives de suicide de mauvais croyants parce qu'ils ne vont pas à l'église, donc du coup ils ne croient pas en Dieu, donc ils s'adonnent en tout cas à non, pas forcément. Mauvais croyants, c'est... Enfin, moi, je m'abstiens de juger les autres parce que bon, Non. C'est ce qui se dit, hein, Non, en fait... Aussi dans les cercles religieux, ils font aussi un travail important aussi d'écoute. Voilà. C'est clair, c'est clair. Après, on peut estimer que les gens se réfugient dans la prière, mais si les gens font ça, c'est peut-être parce qu'il y a un manque.
Non, mais... Il y a le besoin d'être écouté, de parler, d'être entendu, d'être écouté. Justement, c'est pour ça que je vous envoie une question concernant les spécialistes. Crépy en a parlé. On a moins de 100 spécialistes. Psychiatres. Oui, alors, en Côte d'Ivoire, c'est cela? J'avais une question, oui, c'est extrêmement grave. Mais ça pose un autre problème. On peut en parler. Vous savez, dans nos pays, et parfois on entend certains responsables là chez nous estimer que dans nos pays, on n'a besoin que des mathématiciens. Non, il n'y a pas que les mathématiciens dans la vie. Les sciences sociales et humaines sont aussi importantes pour construire un pays. Et c'est justement, je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens-là. Aïcha, une question. Le capital humain, est comme, il faut créer des choses avec des gens qui sont vivants. De préférence. Je trouve juste, monsieur, que le terme, comme on parle d'un sujet qui est très sensible, on ne sait pas qui nous regarde, dire qu'ils ne sont pas trop forts psychologiquement, bon, c'est un peu fort, je trouve. Qu'est-ce qui est fort? Parce que vous avez parlé ils sont moins forts psychologiquement que les autres. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Quand quelqu'un est démuni psychologiquement, on ne peut pas l'appeler autrement. Moi, c'est mon avis, je trouve ça... vous avez raison, mais je veux dire, on essaie d'expliquer les choses avec les mots qu'il faut aussi. Je comprends. Ça ne pas jeter l'anathème sur quelqu'un. Je comprends. Quand vous avez un proche qui est psychologiquement diminué, il va réagir s'il a les ressorts qu'il faut. Il ne va pas réagir s'il n'a pas les ressorts. Donc, si vous ne le dites pas comme ça, après, si vous avez un terme qui est plus adapté, moi, je suis preneur. Non, c'était juste, je voulais juste... Mais je suis preneur, il n'y a pas de problème. Mais très bien. J'avais une question par rapport au monsieur. Ce que vous avez... Monsieur Zawi. Monsieur Zawi, ce que vous avez... Je voulais parler de l'effet domino. Déjà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une littérature scientifique là-dessus? J'ai parlé de l'OMS. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est étudié? Vous avez parlé d'études. Sur combien de temps? Et est-ce qu'on a étudié aussi c'est-à-dire, là, comme on a plusieurs suicides qui se succèdent, excusez-moi, comme ça, est-ce qu'il y a un effet domino qui fait que d'autres personnes peuvent aller se suicider? Puisque vous êtes sociologue, est-ce que c'est un phénomène de société en général, ça? En Côte d'Ivoire et peut-être ailleurs, si ça a été littéralisé. Vous l'avez dit, le sujet est sensible. On ne peut pas expliquer de façon cartésienne que parce que quelqu'un est suicidé, quelqu'un va se suicider. Ça peut, mais c'est pour ça que je demande s'il y a des antécédents. Est-ce qu'on a déjà de la littérature dessus? Non, je n'en connais pas. D'accord. Mais parce qu'il y a, en fait, comment dire, c'est pourquoi c'est justement un peu délicat d'aborder le sujet. Bien. Voilà. Quelqu'un qui est en souffrance, il y a deux attitudes. Ou bien je suis assez fort, ou bien il y a quelqu'un qui m'aide, qui m'assiste pour que je revienne à un stade acceptable, ou bien j'ai personne et tout seul je ne m'en sors pas. Et je peux franchir le pas, malheureusement. Maintenant, est-ce que, parce que j'ai vu quelqu'un se suicider, oui, forcément aussi, je dois y aller. En règle générale, ce qu'on appelle, il y a les facteurs favorisants. Donc, si ces facteurs-là ne sont pas réunis, je peux voir quelqu'un se suicider, mais je ne vais pas forcément faire comme cette personne-là. D'accord. Et comme il faut toujours faire attention, il ne faut pas que ça se répète. Ça revient toujours à l'état psychologique. Je suis désolé, madame. Que pensez-vous alors moi, je suis d'accord avec ça. Qu'il faut prendre comme mesure pour ne pas que ce soit récurrent? Parce que bon, là, on parle de récurrence déjà, parce qu'il y en a trois quand même qui s'enchaînent depuis un moment, à l'université comme, je veux dire, dans le secteur de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut? Avant ça, il y a eu d'autres cas. Donc ça commence vraiment à devenir inquiétant dans notre pays. On n'a pas forcément accès donc, aux psychologues. Ce n'est pas un métier où les praticiens sont, on peut dire, un psychologue pour 10 personnes dans la population. Il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas beaucoup. Que faut-il faire pour emmener ceux qui sont dits faibles ou problématiques à ne pas aller donc à se donner la mort? Ils sont moins bien. En fait, il y a un élément qu'il faut aussi prendre en compte. Nous sommes quand même un pays qui est passé par des moments difficiles. Il y a eu des crises militaro-politiques et tout ce qu'on veut. À quel moment est-ce que les populations ont été prises en charge? Je dis psychologiquement, il y a les traumatismes. Il y en a qui ont... Il y a des traces physiques, mais il y a aussi des traumatismes psychologiques. À quel moment est-ce que les gens ont été pris en charge? On a laissé la nature faire. Donc 15 ans, 10 ans plus tôt, il y a encore les effets. Dans ces personnes-là, si on creuse bien, il y a encore des personnes comme ça. Donc ça, c'est un élément important. L'autre élément, c'est que, et c'est là qu'intervient la famille, le cercle familial. Malheureusement, il y a un délitement du cercle familial. On n'est plus trop vigilant vis-à-vis de ses proches. Chacun s'occupe de ses problèmes personnels. Quand on a un proche qui a l'appétit en temps normal et sur une durée ne mange plus très bien, ou perd du poids, c'est un signe. Quand on a une personne qui aime faire des activités et qu'à un moment, elle n'est plus encline à faire ses activités préférées, c'est un signe. Quand on a une personne qui est refermée sur elle, qui en temps normal est plutôt volubile, c'est un signe. Donc, ça part déjà de la famille. Très bien. Se connaître entre proches membres d'une famille et rester vigilant.
si on a la capacité d'assister, on va le faire. Quand on pense que ce n'est pas à notre niveau, on va passer la main à des gens plus outillés pour ça. Donc, c'est déjà ça au niveau de nos familles. Beaucoup plus de vigilance. L'autre point, c'est, écoutez, quand on n'est pas bien dans la tête, on a dit, ça fait partie de la santé. Donc, quand je ne suis pas bien, c'est peut-être d'aller voir un médecin. Déjà reçu par un médecin généraliste qui après peut m'orienter. Donc, il y a aussi ce réflexe qu'il faut avoir. D'accord? Et puis, comment dire? Il faut aussi qu'on s'organise de sorte qu'il y ait des endroits où les gens peuvent aller. Des centres d'écoute. Voilà. Parfois, parce que c'est juste ça. Il ne faut pas se leurrer, hein. On vit dans une société où c'est de plus en plus difficile. Hein. Est-ce que l'Ivoirien a cette culture? Est-ce qu'en Afrique, on a cette culture d'aller se faire écouter par un psychologue? J'en ai parlé pendant longtemps. On a parfois dit que dans notre culture, parfois un homme, le mâle ne doit pas pleurer parce qu'il doit se montrer fort. Même la femme, quand elle est malmenée, elle doit, comment dire, attraper son cœur pour parler de façon triviale. Mais ça, c'est juste des mots. C'est juste intenable. En fait, nous sommes des êtres humains avec des faiblesses, avec nos failles, nos faiblesses. Donc il faut acter cela. Et puis quand il y a un besoin d'aller voir quelqu'un, il faut le faire. Personne pour se faire accompagner. Juste en une seconde, l'histoire de Fort, justement, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que je pense que les personnes dites fortes sont juste des personnes qui sont mieux accompagnées peut-être, ou qui ont les moyens de s'accompagner comme il faut. Sinon, tout le monde a ses moments de haut et de bas. Mais effectivement, il a dit, quand on est seul, pas de centre d'écoute, pas de moyens que beaucoup d'autres États peut-être mettent en place. Quand on est vraiment seul, effectivement, ce n'est pas une question de fort ou de faible. C'est que à qui on va parler de... Il n'y a plus rien, en fait, c'est fini. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de centres d'écoute, de psychologues, etc. Mais je veux dire, dans les pays les plus développés, je prends la France, je prends le Japon, etc., mais les taux de suicide sont ahurissants. Moi, je prends par exemple le cas de la France, où ils ont quasiment standardisé le taux de décès par suicide, qui est de 14,1 pour 100 000 habitants. Ça, c'était des données donc, de 2020. Comment est-ce qu'on justifie aussi ces suicides? Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a une corrélation en fait, entre le niveau de développement du pays et le taux de suicide, par exemple? Ça en fait partie. Alors, je ne vais pas être trop savant, mais bon, parce que vous me lancez, je vais le faire. Émile Durkheim, qui est l'un des papes de la sociologie, estime qu'en suicide, il y a 4 en termes de typologie. Il y a ce qu'il appelle le suicide altruiste. Le groupe est tellement fort sur moi que je suis prêt à donner ma vie pour les autres. C'est ce qu'on voit dans les sectes, par exemple. Voilà. Ça, c'est le suicide altruiste. Il y a ce qu'il appelle le suicide anomique. Les forces sociales ne sont pas fortes. Il y a une indigence. Donc, c'est ce qu'on voit dans les pays développés où l'individualisme est tellement exacerbé que je me trouve tout seul avec mes problèmes et puis je franchis le pas. Il y a ce qu'il appelle le suicide égoïste, où il estime que, par exemple, pour un chagrin d'amour, enfin, la raison n'est pas assez forte et je me donne quand même alors qu'on pouvait faire quelque chose. Et puis le dernier qui peut nous interpeller parce que ça convoque aussi l'effet de la société, c'est ce qu'il appelle le suicide fataliste. La pression sociale est tellement forte que finalement, on peut se donner la mort. Donc oui, c'est l'interaction de l'individu avec la société, n'est-ce pas, en termes d'impact, et aussi inversement, puisque l'individu peut impacter la société, mais en l'occurrence, c'est l'impact que la société peut avoir sur l'individu. Quand on prend l'exemple du Japon, le Japon, la formule, quand on dit se fait harakiri, c'est japonais. Parce que c'est la conception de la notion du succès. Pour ne pas dire que l'échec est mal vécu. Et les jeunes au Japon, c'est le pays où il y a beaucoup plus de suicides. Très bien, justement. C'est très mal vécu. Donc, effectivement, l'environnement sociologique peut également pousser au suicide, en termes de suicide fataliste. On va pousser un peu plus loin, sortir des frontières de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Les taux de suicide à l'international, au Japon, en France. Est-ce qu'on a ces chiffres? Je ne les ai pas dans les médias, mais je peux les trouver rapidement. Pour la France, le taux standardisé de taux de suicide, qui est donc de 14,1 pour 100 000 habitants. D'accord. Mais ici, on n'est même pas à des taux, en fait. On est à un nombre. La moyenne mondiale, c'est 11%, la moyenne mondiale. D'accord. Et la Côte d'Ivoire est troisième sur le plan africain. Quel est le premier pays? Les Lesotho en Afrique. Lesotho. D'accord. Oui, après la Guinée équatoriale. Oui, Guinée équatoriale, puis la Côte d'Ivoire. Lesotho, Guinée équatoriale, troisième, la Côte d'Ivoire. En quatrième position. Mais effectivement, je pense que ça va aussi avec le développement. Là, on voit, on parle de déguerpissement beaucoup. On voit que les populations n'acceptent pas. C'est pour ça qu'on parle de la manière aussi de faire. On voit que certains ne savent pas où ils vont se reloger. Il faut accompagner aussi ces populations-là. Effectivement, le développement joue un rôle. Et puis je voulais... Pardon. Non, je voulais passer un petit cri de cœur, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet, quand quelqu'un... On l'a bien compris, Madame Crépi. On l'a bien compris. D'accord. Vous avez des proches?
J'ai pas de. C'est un sujet qui touche un humain, Non, j'ai posé normalement. une question, hein. J'ai pas de. Non, mais on parle de vie et c'est vrai On que parle de c'est- vie, effectivement. vous avez C'est raison. juste normal. D'accord. Je veux dire aux gens, parce que moi je coach les gens aussi à prendre confiance en eux. Je veux dire aux gens, mais je ne suis pas là pour juger. Hein. Chacun a sa situation, chacun sait ce qu'il peut supporter. Ça, c'est clair. Je veux dire aux gens de ne pas baser leur vie sur celle des autres. La pression sociale, il faut s'en débarrasser. Parce qu'on n'est pas là de façon permanente. On est là temporairement. Donc la charge sociale, elle est inutile. Il y a une expression qui dit, je crois que c'est Épithète, qui dit « Rappelle-toi tous les jours que ta vie affronte en fait dans ta tête tous les jours la mort. Et tu te rappelleras que c'est dérisoire tout ça en fait. Prenez la vie avec, et puis chacun a son rythme. Emmanuel Macron est devenu président à 40 ans. Son Premier ministre à 40 ans aussi. Nelson Mandela est devenu président dans sa vieillesse. Je veux dire, je ne dis pas qu'il faut devenir président. Chacun a son temps. Je parle de la pression sociale, hein. Attention. Détachez-vous de ça, si c'est possible. Mais pardon, C'est forcément possible. avec votre permission. Non, il y a en fait ce que vous dites, il y a deux choses dans ce que dit Mme Crépy. Une chose est d'éviter de copier ou de singer la vie des autres. Et en cela, Oscar Wilde a Les une réseaux sociaux citation aussi, bon. intéressante. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Très bien. Donc ça, c'est important de ne pas forcément vouloir, parce que l'on ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Les gens roulent carrosse, mais vous ne savez pas Leur ce qu'ils ont fait fondement, pour ça. On aime Il faut se pas être comparer, envieux. en fait. Et ça, Oui, c'est un drame aujourd'hui aussi en Côte d'Ivoire. Avec ce qu'on montre sur les réseaux sociaux à nos jeunes. Ça, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Très bien. Donc ça, c'est important. Il faut être Par humble. contre, C'est cela. quand on est surmené par les charges sociales qui sont là, ben, ça convoque les ressorts dont je parlais. Très bien. Oui, parce que, je veux dire, il y a le coût de la vie aujourd'hui. Il y a toute cette pression. Et c'est en cela que c'est aussi important que nos dirigeants travaillent à aider les citoyens à avoir une vie aussi plus confortable. D'accord, merci, merci M. Zabu. On va terminer avec ce sujet. Merci beaucoup. Tant que cela dépend de vous, faites la paix avec vous-même, faites la paix avec tout le monde autour de vous. Soyez en paix, mais totalement. Rien ne sert de s'attrister ou de se morfondre. Quels que soient les soucis, soyez dans l'allégresse, soyez heureux. Cela nous communique avec tout le monde. Parlez autour de vous. Et il a dit, notre spécialiste qui est venu sur ce plateau, M. Zawi, merci d'être venu. Donc parlez autour de vous. Observez votre voisin, observez votre enfant, observez votre femme, votre frère. Ne sait-on jamais, quelqu'un a des soucis, il se renferme, le drame pourrait arriver, soyons solidaires et puis le monde va encore mieux se porter. Merci de rester avec nous. Allons à l'information tout de suite sur Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes de retour de l'info sur ce plateau du talk des vacances. Merci de nous regarder et de réagir nombreusement sur les réseaux sociaux. Lâchez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez, posez-nous des questions. Avec vous, nous sommes toujours heureux sur ce plateau donc à discuter des sujets importants, sujets croustillants. Et puis poursuivons cette émission bien sûr avec nos mêmes chroniqueurs, Isabelle Vauvor, Aïcha Crépy, Cuyer Gandhi, et puis nous avons retenu notre sociologue qui reste avec nous, M. Zawi. Merci de rester avec nous. On va y aller tout de suite avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, 60% donc, de cas de dengue dans la commune de Cocody. Donc Cocody, foyer de dengue, de la dengue. On va pas dire foyer de dengue, de la dengue. Comment on explique cela? Aïcha Crépy. Oui, alors le ministère, ce matin, même a donné son conférence de presse avec plusieurs éléments d'information. Pardon. Effectivement, on revient un peu sur le sanitaire, aussi l'hygiène. Pardon. Il faut faire attention à ce genre de choses aussi. On en a parlé lors d'une émission ici. Je pense qu'on doit redoubler d'efforts par rapport à l'hygiène lorsqu'on va chez le coiffeur. Le coiffeur lui-même, en fait, hein, ce n'est pas une question de nous. Lorsqu'on va chez le coiffeur, est-ce que les produits sont stérilisés? La dengue? Je parle de l'hygiène, de façon globale. Effectivement, il a parlé de l'hygiène ce matin. D'accord. Voilà, des produits stérilisés, etc. Mais Donc, pas au niveau des produits stérilisés, peut-être les foyers, les eaux stagnantes. Oui, alors il a parlé de l'environnement ça assez aussi. propre. Oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. J'ai voulu. Oui, excusez-moi. J'ai confondu. Je confonds avec autre chose. Effectivement, pardon. En plus, j'ai écouté tout à l'heure avant de commencer l'émission, mais effectivement, il a parlé de ça. Donc, je voulais parler plutôt du fait de s'occuper des eaux lorsqu'il y a des montées comme on en a eu il y a quelques semaines. Et je voulais dire que c'est un peu dommage que ça concerne la commune de Cocody, qui est quand même en train de faire des efforts, qui est une commune pilote par rapport au projet notamment de gestion des déchets, en fait, hein, de tri des déchets, pardon. Donc on a eu 14,5 tonnes de déchets ménagers qui ont été triés déjà. C'est une belle avancée. Je pense qu'on doit continuer comme ça au niveau des eaux aussi. Très bien. Sur cette lancée-là. C'est ce que je voulais dire. Excusez-moi pour la confusion. D'accord. Isabelle Vauvor, la dengue, comment la présente-t-on?
Oui, alors déjà, selon des estimations issues d'une modélisation, 390 millions d'infections par le virus de la dengue se produisent chaque année, dont 96 millions sont cliniquement soignés. Il faut savoir que c'est une maladie qui est aujourd'hui devenue endémique, donc ça devient en fait une problématique de santé publique. Et donc le gouvernement prend les choses en main et à cœur. Il y a déjà des tests de dépistage, de diagnostic qui sont gratuits dans tous les hôpitaux publics. Il y a déjà 14 000 tests qui ont été réalisés sur l'ensemble du territoire. Il faut aussi savoir qu'au niveau de cette maladie-là, on a un taux de mortalité qui est de 1%. Mais même s'il est de 1%, ça reste toujours une maladie qu'il faut prendre au sérieux et qui est extrêmement dangereuse, en tout cas pour la santé. D'accord, il faut pouvoir déjà la présenter. Donc la dengue est une infection virale qui se transmet donc des moustiques aux humains, et pas n'importe quel moustique. Ils sont appelés moustiques tigres. Quand on les observe, ils sont noirs avec des pointillés blancs. Ils ont du style, mais ils rendent malades. Il faut faire attention à ne pas qu'ils soient donc, dans votre environnement. Donc, elle est plus courante donc, dans les climats tropicaux, dit-on, et subtropicaux. C'est cela. D'accord. Alors, le ministre a appelé les populations à plus de vigilance. Qu'a-t-il dit si vous avez suivi donc, la sortie du ministre à ce propos? Oui, notamment que l'action des populations est nécessaire. Chacun doit jouer son rôle, effectivement. C'est plutôt le directeur général, hein, donc autant pour moi, de l'Institut d'hygiène. C'est cela. Voilà, tout à fait. Chacun doit jouer son rôle en éliminant, je cite, dans son environnement, les gîtes abritant les moustiques adultes. Il faut qu'on s'engage tous à l'hygiène, à la salubrité dans nos maisons et dans notre environnement. Et donc, il dit que c'est à ce prix-là qu'on va contrôler la dengue et bien d'autres maladies transmises par les moustiques. Je pense au palu, moi, notamment. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de l'hépatite, en fait. J'ai encore le sujet dans la tête. D'accord, désolé. C'est pas grave. Hein. Donc, professeur Daniel Ekra, c'est le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, hein, en abrégé INHP, donc, qui a tenu donc, cette conférence de presse mardi 23 juillet dernier, donc, pour inviter les populations à plus d'engagement dans la lutte contre la dengue. Cocody, on en parle, hein, donc, qui est devenu foyer de la dengue. On va poursuivre encore un peu plus loin. Parce que Cocody, c'est la belle commune de Cocody. Comment cela pourrait-il s'expliquer donc de façon plus précise? Non, moi je peux relever le grand paradoxe, hein, que ce soit Cocody, commune phare, commune prestigieuse, en l'occurrence de ce pays. On rapproche la dengue à l'hygiène? Oui, voilà. Donc il faut approfondir la réflexion. Je ne suis pas spécialiste du sujet. D'accord. Donc je ne peux pas en dire plus, mais ce que je peux dire, c'est que ça interpelle notre conscience collective par rapport à comment est-ce que nous gérons notre environnement de vie. On le voit dans nos quartiers. Il fut une époque, 20 ans, 30 ans en arrière, où il y avait des opérations de pour désinfecter, voilà, pour faire plus simple. Les opérations de salubrité et aussi. Voilà, aujourd'hui. Ça continue. Peut-être qu'on a repris, mais il y a un moment aussi, c'était plus comme avant. On a quand même levé le pied. Et il y a aussi comment s'organiser dans nos quartiers. Mais on le vit tous les jours, hein, au niveau des chars locatifs, quand il faut se mettre ensemble là, pour s'occuper de l'environnement. Il y a ceux qui sont au dernier qui estiment que non, ce n'est pas leur affaire. Et donc, là, nos environnements ne sont pas propres, voilà, pour faire très court. Donc, il faut y travailler. Quoi. Il y a des quartiers qui font des efforts. On les connaît dans la ville, une cité comme Génie 2000, beaucoup d'efforts, toujours belle bien entretenue depuis des années. Et bravo à eux. Je pense qu'ils doivent aussi partager l'expérience aux autres parce que manifestement, il y a beaucoup à faire pour mieux entretenir nos environnements. D'accord. Le professeur Ekra s'attend donc à l'action participative et nécessaire des populations. De quelle façon? Déjà, pour rebondir sur ce que le sociologue vient de dire, Cocody, pourquoi? Il faut savoir qu'on est en pleine saison des pluies et c'est vraiment dans la zone de Cocody qu'on a le plus, en tout cas, de foyers où il y a des eaux stagnantes. Principalement, il n'y a pas de conduite d'eau, ou alors les conduits d'eau sont bouchés, il faut à chaque fois les récurer, etc. Donc ça peut expliquer cela. Maintenant, l'action des populations, quelle est-elle? Il faut justement entretenir, en tout cas hygiéniquement, sa maison, ne pas laisser d'eau stagnante, justement, que ce soit à la terrasse ou autre, parce que et ne pas déverser en tout cas les eaux usagées ça et là. En tout cas, éviter tous les points d'eau qui pourraient en tout cas permettre aux germes de pouvoir éclore. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'il a appelé la population à de la vigilance. Et puis il y a aussi le fait d'utiliser les moustiquaires, de pulvériser en tout cas sa maison, en tout cas se protéger au maximum. Il y a aussi des crèmes
qu'on se met sur le corps pour éviter en tout cas que les moustiques, des crèmes répulsives, pour éviter en tout cas que les moustiques piquent. Donc il y a plein de petites actions comme ça qui pourraient être menées par les populations, ça et là, avec Mortel. les moyens de chacun. Hein, voilà. Mortel à 1% seulement, dit-on. C'est cela, c'est le chiffre que j'ai entendu pour l'instant. D'accord, j'aimerais entendre Gandhi à ce sujet. Oh, ben, je pense que c'est vrai. Cocody, c'est le grand paradoxe parce que Cocody, c'est la commune la plus huppée de Côte d'Ivoire. Et c'est là, à l'heure actuelle, ben, quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau-là. Cocody aujourd'hui parce que la commune est devenue très grande et puis avec tout ce qu'on a comme les grands caniveaux, tout ça à revoir, mais je pense qu'avec les efforts du gouvernement déjà, pour ce qui est fait, il faut déjà miser sur la population pour que les premières, qu'est-ce que je peux dire, les premiers foyers soient déjà depuis en fait au niveau même des familles. Mais il y a ce que je veux dire. Parfois, on a tendance à confondre la dengue et le palu. Et c'est là qu'il faut pouvoir interpeller les populations. Alors, comment fait la différence? Non, je pense qu'à ce niveau-là, c'est la différence au niveau des populations. La seule façon de pouvoir, c'est de pouvoir se faire dépister. Voilà. La dernière fois, je pense que le directeur l'a dit clairement. Mais il y a quand même des signaux qui font la différence entre le palu et... Non, des signaux, moi je ne suis pas spécialiste, mais je pense que... Les symptômes, voilà, très bien, c'est les symptômes dont je parle. On a tendance à les confondre, mais je pense que c'est ça. Aïcha Leza peut-être. Oui, on parle... Il y a les symptômes, Aïcha Leza. Alors, ce qui se dit, c'est que ça vient après la disparition de... Souvent, après disparition de fièvre, on parle de douleur abdominale très sévère, on parle de vomissements persistants, on parle de saignement des gencives ou du nez, attention si vous saignez, respiration très rapide, fatigue, agitation, etc. Sang aussi dans les vomissures ou sang dans les selles. Et on parle aussi de fortes sensations de soif. Forte sensation de soif, d'accord. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que la plupart des malades de dengue n'ont pas de symptômes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire dépister. D'accord. Il y en a qui font la maladie tout de suite, il y en a qui... Exactement, voilà. Qui sont asymptomatiques. Donc à ce moment-là, il faudrait vraiment se faire dépister quand on sent qu'il y a quelque chose, qu'on a un malaise ou qu'on a été dans un endroit où il y avait quand même pas mal de moustiques, même si on ne fait pas en fait... Même si on n'a pas les symptômes, il faut quand même, par précaution, se faire dépister. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux publics, quand tu y vas donc, pour faire un test de palu, tout de suite, étant donné qu'il est gratuit, il y a le test de la dengue qui se fait systématiquement. Et il faut rappeler que ce test, il est gratuit. Dès que vous sentez quelques symptômes, vous avez froid, vous sentez le palu, il faut tout de suite aller à l'hôpital. Il ne faut pas faire de l'automédication surtout. Certains restent à la maison. Ah, mon fils a un petit palu là, donc je vais voir le pharmacien d'à côté. Un médecin conseille, donne-moi un médicament tout de suite qu'on donne. Et après, les symptômes les plus sévères de la dengue apparaissent. Et attention, cela pourrait être de façon tardive. Donc il faut aller tout de suite faire le contrôle, la goutte épaisse d'abord pour déterminer le palu. Et ensuite, le test de dengue pour se protéger. Attention, la dengue est mortelle. Il faut éviter, selon ce que je lis, donc le conseil du professeur Ikra, d'avoir des eaux stagnantes autour de votre maison. Quand il pleut tout de suite, après la pluie, il faut dégager. Parce que les moustiques tigres, ils pondent leurs œufs dans l'eau stagnante, qui est sale, dans les égouts, qu'on appelle les carnivaux, donc autour de votre maison, dans des pneus usés qui ne sont pas loin donc, de votre habitation. Il faut prendre soin d'enlever toutes ces eaux. Ces eaux qui stagnent sont des foyers de ponte des œufs de ces moustiques tigres. D'accord, j'ai fait beaucoup d'informations là-dessus, donc il est bon qu'on en parle tout de suite. C'est important parce qu'on veut aller vite. Voilà. Même les assiettes. Même les assiettes sales, dans la maison. Les assiettes sales qui stagnent. Il faut éviter. On a tout dit. Merci de rester encore avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On a fait le tour de ce sujet concernant la dengue. Tout de suite, avant de recevoir notre invité du jour, on va remercier donc notre spécialiste qui est venu sur notre plateau. Monsieur Zawi, merci d'être venu. Merci. Vous avez eu des avis assez pertinents sur chacun de nos sujets, même ceux qui ne sont pas de votre ressort. Merci d'être venu. Et puis notre plateau est ouvert à vous. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. N'est-ce pas? On va y aller tout de suite avec une nouvelle personne qui va prendre sa place. C'est bien l'invité du jour. On en parlait dans notre introduction, le concours Raoul là-bas, donc ce samedi 27 juillet, c'est cela, donc sera donc à sa grande finale, la grande finale. On en parle avec celui qui contrôle tout ceci, notre cher ami M. Suzuko. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour. Merci. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. D'accord. Comment vont-elles, nos miss? Non, nos Aoulaba. Nos Aoulaba, pardon. Nos Aoulaba, parce que c'est... Désormais, il faut que tout le monde sache que quand on parle de la beauté de la femme ivoirienne, sinon de la femme africaine, c'est l'Aoulaba, qui veut dire en langue baoulée la reine de beauté. Aoulaba, la reine de beauté. La reine de beauté. Aoulaba, la reine de beauté. Voilà, donc effectivement, nous sommes au dernier virage.
Donc, j'étais déjà passé ici parce qu'il faut dire désormais, le cas-ci avec Live TV, c'est aujourd'hui le mariage. Nous avons signé un contrat de partenariat pour pouvoir continuer cette aventure. Comme je l'ai dit la fois dernière, c'est un outil culturel ivoirien que nous voulons amorcer. Donc, c'est repositionner ce concours-là qui y a eu un break parce que le fondateur nous a quittés. Il était de l'autre côté là-bas, on a su. Donc, aujourd'hui, nous reprenons la chose. Moi, ça me fait la deuxième année que je prends les choses en main. J'ai été le secrétaire général. Maintenant, vous êtes le promoteur de ce concours à Oulaba, Côte d'Ivoire. Je suis le président. Le président. Voilà, donc, c'est une association. Pour l'instant, c'est moi qui ai les rênes de cet outil-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la phase décisive. Ça, il nous reste 2 jours. Donc, les Aoulaba vont rentrer au vert dès demain, à partir de 14h, c'est-à-dire jeudi. Ça se fait comme tout concours de beauté. Hein, voilà. Donc, oui, donc au vert dans des hôtels. Comment ça se passe Oui, mais nous avons eu 13 présélections à travers les communes et régions de Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé du 4 mai au 13 juillet. Donc, nous avons mis un break. Ça fait 2 semaines de pouvoir travailler et préparer. Donc c'est à l'hôtel, je dis peut-être, je suis en train de faire une prophétie, mais pour l'instant, cette année, nous sommes, comme on l'appelle, au palais de la culture de Treichville, le samedi 27, dans la salle Louga François. D'accord. Voilà, vous avez le droit de poser des questions donc, à M. Charles Zouzouko. Oui, à l'instar des autres concours de beauté qui sont plébiscité à l'international. Est-ce que Aoulaba aujourd'hui a une visibilité internationale? Non, mais je suis en train de vous dire peut-être, excusez-moi, mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quand on parle au moment où Paul Lecuy était encore là, et le concours Aoulaba était à un niveau. Nous avons eu des grands prix. On a mené nos Aoulaba qui gagnaient par terre. Il y a d'autres qui sont allés à Londres, un peu partout, qui ont eu des maisons, qui ont eu tous les prix. Donc ça veut dire que c'est quand le promoteur, celui qui a créé ce concours, et il y a eu ces difficultés, cette crise, qu'il n'était plus au pays, il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé de pouvoir poursuivre l'œuvre. Je vais parler de Soum Junior, par exemple, qui a essayé. Et après Soum Junior, c'était le secrétaire général qu'on appelle de Paul Lecuy, qui a pris, il n'avait pas le temps. Il y avait une dame qui aussi a récupéré, comme je dis, que le concours est en train de se repositionner. Parce que dire qu'il y a des autres concours, le concours à Oulaba a connu l'ascendance. Ça fait 30 ans que le concours existe. Donc depuis, quand même, hein, 30 ans. Ça fait 30 ans, presque 30 ans. Et c'est depuis 1980 que le concours est en 87. Quelle est la mission de la Reine de Beauté? Prenons l'exemple de celle que vous avez connue donc, en 2023. Elle s'appelle Tania Dorisba. Voilà, quelle est la mission? Quand elle est une fois élue, quelle est sa mission? Mais la mission, c'est ce que je voulais dire. La mission, au-delà de la beauté, elles sont des ambassadrices. Parce que dans le concours, nous émettons des messages. Par exemple, le thème de cette année, c'est femmes qu'on appelle piliers de la lutte contre la pauvreté. Parce que nous sommes dans cette société, c'est la pauvreté qui amène beaucoup de choses que nous voyons. Elles sont du foyer. Et j'ai dit que la femme est toujours au centre de tout. Donc dans le foyer déjà, elle apporte le développement. Donc elle s'insère dans le tissu économique parce que c'est elle qui apporte un plus à la société. Donc leur objectif, c'est de sensibiliser, comme on l'appelle, la population à des thèmes que nous développons chaque fois. Et ensuite, au-delà de ça, nous voulons apporter un autre. Parce qu'il faut rénover beaucoup de choses dans ce concours. Nous allons revenir aux fondamentaux. Par exemple, une femme qui, non seulement elle est belle, il faut qu'elle sache faire la cuisine, par exemple. Très bien, bon point. De sa région. En 30 ans d'existence, aujourd'hui, quelles sont les innovations et qu'est-ce que justement là où là-bas va remporter Oui, bon, avant d'arriver, on a posé cette question. Bon, pour ça qu'on revient, je dis, c'est que le concours d'abord apporte. Pour une première fois, nous avons ce mariage avec Live TV. Donc, il aura la Félicitations pour le mariage. Ça aussi, c'est un mariage. La retransmission, qu'on appelle du concours. Ça, c'est un grand événement. Et c'est une ouverture. D'habitude, on le faisait après 3 mois. C'est là, bon, peut-être avec l'autre chaîne sur place, on pouvait. Or là, on nous dit qu'à une semaine, après une semaine, on va retransmettre. Et je crois que d'ici les autres années, il y aura du direct. D'accord. Donc ça prend une certaine allure. Et puis, je veux dire, la qualité des présidents de région que nous avons saisis, qui suivent le concours, et ensuite les personnalités qui sont derrière ce concours. Je vais parler des maires, des présidents du conseil régionaux. Je vais même parler de la première dame qui chapeaute ça au niveau du parrainage.
depuis que le concours a existé, ce sont les premières dames, parce que c'est le concours ivoirien, c'est la marque ivoirienne. Donc nous voulons valoriser ce concours-là, qui était un élément important pour la Côte d'Ivoire. C'est normal. Monsieur Zouzko, oui. Vraiment, je voulais d'abord vous saluer. Merci pour avoir pris la relève. Oui. Et merci pour tous les efforts que vous faites. Il fait tout ça de façon solennelle parce que c'est son genre de femme. Aoulaba, oui. Aoulaba, comme vous le dites. Est-ce que vous avez des conditions spécifiques? C'est-à-dire parce que, contrairement aux autres concours de beauté, on a une tranche d'âge. Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est assorti de conditions pour la femme africaine en fait? Tout à fait, merci. Ça, c'est une très belle question, puisque nous revenons là-dessus. La femme africaine, et sinon ivoirienne, elle, c'est les rondeurs. D'abord, et puis ensuite, c'est une femme guitare. Donc j'arrive. Ah bon? Je chante et vous dessiner. Miss Bobo est éliminée alors. Non, Miss Bobo est éliminée. Non. Comment ça, elle est éliminée? Je le dis, ça, c'est nos critères. Et puis déjà, je peux vous dire, le pôle de Kin n'a pas été seul. Ils ont tourné un peu dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec Niangorambois, avec Zadi Zaou. C'est des sachants qui ont tourné. Parce qu'au nord, par exemple, quand on parle de la beauté, c'est le cou strié, le nez pointu et l'écart dentaire. Et quand on part, qu'on appelle à l'est, à la brèche. Quand on part à l'est, c'est la poitrine non exagérée. C'est-à-dire quand vous voyez les filles à bron pendant leur truc traditionnel, vous voyez, et ça, ils ont pris ça comme élément de qualité. Et quand vous redescendez qu'on appelle le centre, ce sont les fesses, sans exagération. D'accord. Et puis ensuite, quand vous venez à l'ouest, ce sont les pieds. Ce sont ces ramassis-là qui ont été qui nous ont amenés. Et donc maintenant, quels sont les critères? Les critères qui nous amènent à définir la beauté de la femme africaine, c'est l'harmonie du corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ensuite, toute cette différence d'une région à une autre ne donne pas des difficultés aux membres du jury où il y a, ça ne cause pas de problème. Est-ce que vous avez des conditions d'âge? Oui, bien sûr, à partir de 25 à 45 ans. On doit forcément avoir des enfants? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas venir à ce concours, et c'est ça aussi qui fait la différence, parce qu'il y a la maternité. Parce qu'il y a des moments, après 3 enfants, elles gardent leur beauté. Ça, c'est la différence entre les autres concours, parce que c'est ça qui est véritablement la beauté. Et puis, en Afrique, on a un autre genre de beauté. Vous ne pouvez pas comparer la beauté africaine ou bien ivoirienne ailleurs. Et c'est dans ça que nous sommes nés. Donc, quand on parle de la femme ivoirienne ou bien du Aoulaba, c'est le village, c'est la ville. Il y a des ministres, femmes ministres qui sont à Aoulaba, parce qu'elles sont elles ont le physique, elles sont au champ, elles ont le physique. Donc, ce n'est pas, le concours Aoulaba, ce n'est pas des femmes vulgaires, ou mieux qu'on dit c'est un concours de fesses, où on vient, on s'amuse. Là, on ne s'amuse pas, on valorise la femme ivoirienne. Parce que dans toute son entièreté, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan éducationnel, et c'est ce que nous voulons maintenant amener. Désormais, on ne parlera plus simplement du concours, mais au-delà, quand on voit le concours, je vais déjà vous dire un élément. Dès l'année prochaine, nous allons ressortir. Je vais vous parler de l'art culinaire, mais je vous parlerai aussi de la lingerie et nos produits. On doit coller la beauté, la reine de la beauté, à tout ce que nous avons. Parce que quand on va faire des exposés en Europe, un peu partout, il faut que la reine de beauté de la Côte d'Ivoire parte pour dire, bon, elle est là pour apporter. Donc, on a un peu ce genre de truc, comme vous l'avez dit. C'est à partir de 25 ans, on s'est dit que. Le fait d'être intellectuel. Voilà, intellectuel. Bon, au moins, il faut avoir le minimum le niveau de 3 ans. On va connu la maternité. Oui, la maternité, au moins, c'est avoir un enfant. Okay. D'accord. Aïcha, c'est une Aoulaba d'une certaine façon aussi. Oui, mais d'une manière, la fois dernière, j'ai dit à Christelle, elle a commencé à dire non, tu n'as pas de prendre son exemple. Elle ne peut pas faire Miss. Elle a les atouts d'Aoulaba. Ouais, la beauté, quand on dit la beauté, c'est ça, Aoulaba. Vous avez votre teint naturel. Je suis allée à Aoulaba. Oui, bien sûr. Ça, c'est une nouvelle. Non, quand on a dit Aoulaba, les gens ont dans la tête que c'est les rondeurs fortes. Non, c'est vous qui avez parlé de postérieur. Non, on peut avoir des rondeurs. Quand on dit rondeur, ça ne veut pas dire que c'est exagéré. D'accord. Voilà, c'est-à-dire quand tu SRL peut faire Miss. Non, elle peut pas faire Miss. Donc Isabelle peut faire Aoulaba, elle n'est pas annulée. Voilà. Moi, je peux faire les deux, je pense. Voilà. Donc l'humilité, vraiment. Donc qu'on appelle, ce qu'on entend de dire, c'est un peu, on entend remettre le concours. Paul même voulait venir avant qu'il n'arrive. Bon, malheureusement, il est décédé. S'il n'était pas décédé, il voulait reprendre le concours pour le retravailler. Donc, nous autres qui avons été... Vous avez cette mission, vous allez le faire. Voilà. Nous sommes maintenant prêts. Et c'est pourquoi on lance l'appel à toutes les entités
Parce que c'est un concours ivoirien. Vous avez vu un peu en France. C'est la France qui a commencé Miss. C'est devenu maintenant planétaire. En Côte d'Ivoire, nous avons créé, quand on parle du mot Aoulaba, ça a été créé par Paul Depuis avec les autres, dans la reine de beauté. Ça, là, nous pouvons vendre ça. C'est du tourisme. Vous voyez-vous un peu, on s'est dit, à partir du moment où on prend l'Afrique, nous, on est en train de faire, l'année prochaine, on va faire un colloque autour, on va faire des ateliers à inviter des sachants pour nous expliquer. On va aller en Afrique. Après l'Afrique, on va en Europe. Parce qu'en Europe, il y a des femmes qui rentrent dans le critère Aoulaba. D'accord. Un peu asiatique. Pour que la finance se passe en Côte d'Ivoire, vous voyez, ce que ça peut apporter. L'objectif, c'est un peu ça, vendre notre pays. D'accord. Oui, c'est très intéressant. Moi, je voulais juste, je ne sais pas si on peut standardiser la femme ivoirienne et dire qu'il y a une femme ivoirienne, mais je comprends tout à fait. Par exemple, moi, c'est bien ce que vous avez dit, parce que moi, je me situe ni trop mince, ni trop en forme. Donc, ça veut dire que vous récupérez pas, mais vous donnez aussi de l'espace à toutes ces femmes-là qui n'ont pas d'espace dans les concours de Miss traditionnels, etc. C'est très intéressant. Vous avez parlé de marque ivoirienne. Est-ce que c'est une marque déposée, Monsieur le Président? Oui, mais c'est une marque déposée jusqu'à preuve du contraire. Voilà pourquoi je vais enlever ça dans l'esprit. Je ne rentre pas dans les polémiques. Vous êtes des journalistes, vous savez ce qui se passe. Une femme, il faut la respecter. Moi, je ne peux pas aller sur un terrain où je vais aller truc juridique ou bien les manchots, tout. C'est la beauté que nous prenons. On ne peut pas parler de beauté et puis aller avoir des comportements sur le terrain. Donc, il faut respecter la femme. Donc, c'est en cela qu'on dit. Le gouvernement nous regarde. Je parlais d'un point de vue légal. Est-ce que c'est voilà, légal, oui, on a les papiers. Très bien. La loi Miss Aoulaba est une marque déposée. Elle est déposée. Très bien. À l'OAPI, quand vous partez, on a des documents. Très bien. Tout. C'est une marque déposée. Merci, monsieur Zouzouko Charlemagne. Merci d'être venu ici sur ce plateau. Je vais donner les contacts rapidement. Les contacts rapidement. Il faut déjà rappeler la date, samedi 27 juillet 2024, au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville, la salle, Louga, François. Les points de vente Cap Sud, Cap Nord et Life pour les tickets, 10 000, 20 000. Et donc, vous pouvez appeler au 07 47 38 38. Pour faire plus de réservations. De toute façon, vous avez la fiche donc, à l'antenne, à l'écran. Tout le monde verra donc les numéros de téléphone pour les noter. Merci, bravo pour ce que vous faites pour cette culture ivoirienne. Je voudrais saluer toutes les Aoulaba qui travaillent chez Live TV et qui nous regardent, qui sont chez nous à la maison ou même dans tous les quartiers. Il y a des Aoulaba qui sont à côté. Ah d'accord, pardon, je ne vous ai pas bien vu. Donc, qui sont à côté de nous. Aoulaba Isabelle. Pardon, je voulais dire merci à Fabrice Avion. D'accord. Franchement, c'est comme pour nous un ange. Très bien. Qui nous a apporté la lumière. Et nous pensons que nous allons faire des expériences. Merci beaucoup, M. Zouzouko. Et merci à vous tous de nous avoir regardés sur Live TV, la télé sans filtre. On prendra plaisir à vous retrouver demain. Shalom.